Bon, ok, ça fait à peu près 8 mois que je dois tourner cette vidéo, mais j'arrête pas de la repousser, donc là je pense que faut le faire. Ça fait vraiment 8 mois quoi. Cette vidéo elle va être très spéciale, très différente des autres que vous avez peut-être déjà vues, parce que là je vais parler en fait de mon histoire personnelle, de l'histoire en fait des projets ou d'un gros projet que j'ai créé en parallèle de ma chaîne YouTube, et je vais vous expliquer comment j'ai perdu 1,4 million d'euros dans une expérience d'horreur qui ne verra hélas pas le jour. C'était un lieu que j'avais créé sur Lyon, un petit peu comme une sorte d'escape game, mais encore plus immersif, plus grand, plus physique. Bref, faut vraiment se le dire, mais j'étais archi sûr, j'étais hyper confiant sur le déroulé de l'expérience. Et il y avait vraiment dans ma tête, en tout cas, zéro chance que ça puisse capoter. Sauf que du coup, la réalité a été tout autre et ça nous a mis honnêtement vraiment dans une merde noire comme vous avez pas idée. Mais du coup, vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais bon, malgré tout, en fait, on a échappé, je pense, à bien pire que ça. Et on a échappé au fait tout simplement de couler tout court. Et je le dis pas à la légère. En fait, j'en ai pas parlé jusqu'ici de toute cette expérience. En tout cas, pas aussi ouvertement, pas de manière aussi publique. Mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus vénère. Avec notamment quand même pour toute cette expérience d'horreur en fait que j'ai essayé de créer, un coup de grâce vraiment inoubliable, un truc imprévisible qui nous a bien achevé. Et pourtant malgré tout ce que je suis en train de vous dire, je pense que malgré ça, paradoxalement, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. En fait, ça m'a fait réaliser l'une des leçons les plus importantes que j'avais à apprendre. Mais je vais vous raconter tout ça en détail pour que ça puisse peut-être vous servir à vous aussi si vous créez ou que vous créez dans le futur en fait des projets ou des expériences, qu'ils soient dans des lieux réels ou pas d'ailleurs. Alors comme j'ai dit, cette vidéo est différente des autres de Poisson Fécond. Là, elle sera un peu moins écrite, un peu plus dans l'impro, un peu plus authentique. Ce sera aussi du coup mon avis que je donne. C'est pas forcément celui en fait de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet pendant près de 3 ans. Et je précise aussi que toutes les personnes que je vais citer, leur nom sera modifié pour respecter tout simplement l'anonymat. On commence. Avant en fait de commencer cette expérience qui s'appelle Conte Aventure, et bien du coup faut quand même que je vous parle un petit peu du contexte, qu'est-ce qui se passait à l'époque. À ce moment-là, faut remonter quelques années dans le passé, et moi du coup j'ai terminé en fait un projet qui me tenait à cœur et que j'avais fait pendant plusieurs années. C'était un studio de jeux vidéo, j'avais pu créer plusieurs jeux avec. Alors vous, peut-être que vous avez en tête encore le Fuse 4 de tout début. Mais après, j'en avais créé d'autres, des jeux notamment sur mobile qui avaient eu un bon succès d'estime, qui était cool, mais qui nous avaient pas rapporté forcément beaucoup de thunes. Bref, j'avais arrêté ce studio de jeux vidéo puisque ça nous coûtait de l'argent, il y avait le Covid qui débarquait et du coup, il y avait moins de rentrée d'argent, donc ça devenait un peu compliqué. Bref, pendant presque 1 an, 2 ans en fait, j'ai plus vraiment lancé de projet de mon côté et donc, comme avec YouTube, ça marchait bien, notamment durant le Covid, en tout cas pour nous ça fonctionnait, eh bien on a accumulé un petit peu comme des écureuils de l'argent. Il y avait de l'argent de plus en plus sur le compte et cet argent n'était pas dépensé, il pourrait servir pour un projet hypothétique futur. Et donc je me souviens en fait, j'avais à un moment 600 000 euros sur le compte en banque de la société. Alors c'était quand même énorme. Je me dis waouh, ça me faisait un peu tourner la tête. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je savais pas trop. Il y en a qui me disaient ouais mais tu devrais l'investir peut-être en bourse ou alors dans les cryptos ou alors du coup en immobilier. Sauf que moi ça me parlait pas trop. Vous voyez en fait, juste mettre de l'argent en fait pour le laisser dormir, le laisser fructifier, c'est pas ma vision des choses. Je préfère créer des projets, des trucs qui sont un peu plus audacieux, parfois plus risqués, embaucher des gens, prendre des risques. Et du coup là je pense que en termes de risque, je pense que j'en ai pris. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Après je voulais pas non plus prendre la thune pour pouvoir faire un tour du monde, acheter une Ferrari ou je ne sais quoi. Moi vraiment mon kiff c'est de créer des projets qui peuvent vraiment être kiffants. J'avais pas envie de ça. Et du coup pendant cette période je me suis mis d'un côté à écrire un livre qui deviendra plus tard Le Médaillon d'Orient. C'était mon premier roman que j'ai sorti et qui est encore du coup commercialisé. Et d'un autre côté je me suis mis à réfléchir à une expérience, mais un truc qui pourrait être vraiment cool et qui pourrait se créer rapidement. Let me see how fast. Et alors j'ai réfléchi et parmi tous les trucs qui me font kiffer, eh bien j'ai un petit coup de cœur en fait pour les jeux de rôle. Alors les jeux de rôle, je sais pas si vous avez déjà testé, notamment les jeux de rôle sur table où il y a un maître du jeu et puis il y a des joueurs, ils les embarquent dans des aventures comme de l'heroic fantasy ou alors du space opéra ou alors de l'horrifique. Mais là je m'étais dit ça serait intéressant en fait de faire un jeu de rôle, sauf que ce serait dans un lieu avec une décoration entière, avec des musiques d'ambiance, avec un côté immersif beaucoup plus poussé et que les gens puissent venir en fait pour pouvoir tester ça avec des amis et passer un moment inoubliable. C'était vraiment le but initial. Eh bien voilà, du coup nous arrivons dans la pièce principale de Conte Aventure. Donc ça c'est la pièce par laquelle les gens étaient censés rentrer.
Bref, un truc sympa que les gens pourraient venir vivre, mais dans un lieu physique et qui se passerait à Lyon. Et donc, comme je ressortais en fait de projets qui étaient plus ou moins laborieux, là je m'étais dit qu'il fallait que je fasse mieux les choses. Et cette fois-ci, je voulais être accompagné d'un chef de projet, de quelqu'un qui allait manager le projet tout le long, en parallèle de mon travail un peu plus artistique. Moi. À ce moment-là, on est en 2021, on est durant l'été, puis je passe quelques temps en fait pour trouver des profils intéressants et qui pourraient être partants pour s'embarquer dans cette aventure avec moi. Et sur les différentes personnes, j'en trouve une qui a l'air plus intéressée, plus impliquée que tous les autres, et elle s'appelle Sylvie. Le nom a été modifié. Sylvie, vous allez en entendre parler pendant un petit moment. Et donc Sylvie, en fait, pour vous dire, c'est une personne un petit peu plus âgée que le reste de l'équipe. Elle a cumulé pas mal d'expérience, elle a fait pas mal de choses dans sa vie. Elle avait même créé un escape game de A à Z sur Paris qu'elle avait monté et qu'elle avait sorti avec d'autres personnes. Bref, ça semblait être le profil quasiment idéal pour mener ce projet avec moi. Et donc avec Sylvie, rapidement, on s'attelle à la tâche et on essaye de constituer une équipe. En fait, je voulais pas le faire solo ce projet, je voulais m'entourer de plusieurs personnes. Et donc, on va chercher un scénariste, game designer, un décorateur. Bref, on recrutait 3 personnes qu'on finit par trouver et qu'on finit également par embaucher. Alors en plus, moi, comme j'ai un petit peu tendance à embaucher parfois un peu rapidement, du coup, j'avais fait un contrat en CDD, puis après ça pouvait être en CDI. Et puis en parallèle de ça, on cherchait un local pro pour pouvoir installer en fait nos futurs décors, nos futurs lieux pour faire ce fameux jeu de rôle immersif. Bref, l'équipe se constitue, on commence à travailler sur le projet, on commence à imaginer plein de choses pour la mise en place. On est hyper confiant. En tout cas, moi à ce moment-là, je suis très confiant, je suis vraiment content. J'ai l'impression que tout est au top. Je me souviens des discussions que j'avais avec cette nouvelle équipe et même avec l'ancienne où ils me disent putain, c'est vraiment bien là, t'as bien fait les choses, là tu t'es entouré de gens qui ont l'air vraiment motivés, qui sont impliqués, ça va trop bien se passer, ça va être vraiment cool. Et puis les mois vont passer et nous arrivons alors en 2022. Alors les semaines passent tranquillement, puis les mois passent et on finit par trouver un local qui est vraiment très cool. On en visite plusieurs et celui-là, il a l'air d'avoir un potentiel vraiment certain. Alors c'est un lieu un petit peu bizarre. Il est sur les pentes de Lyon en fait. Vous voyez sur la partie Croix-Rousse qu'on appelle sur Lyon. Alors vous voyez là, c'est une carte de Lyon et le lieu se situait dans cette zone-là, sachant que nos bureaux étaient à moins de 10 minutes à pied, donc c'était quand même cool. Bien, le lieu est un peu historique, il est chargé d'histoire et avoir du coup un lieu en physique où on pourrait raconter des histoires d'horreur immersives dedans, ça pourrait être top. En plus, ce lieu-là, il avait une histoire un peu particulière. En fait, là, vous le voyez avec les images, il est un peu dans son jus, quoi. On a des caves assez stylées avec de la pierre apparente, même s'il y a pas mal de bordel, en fait, des anciens locataires, il a vraiment un cachet. D'ailleurs, pour l'anecdote, les anciens locataires, c'était une boîte échangiste un peu sadomaso, donc on a trouvé quelques éléments un peu bizarres sur place, des trous à des endroits où on n'imagine pas des trous, des messages écrits sur les murs, quelques capotes usagées ou des trucs comme ça, en fait, dans le lieu. Nicolas. Il faut déblayer tout ça, il y en a pour des mètres cubes en fait de gravats, mais ça c'est une partie de l'équipe qui s'y attelle. Et à ce moment-là, comme on voit qu'il y a quand même beaucoup de gravats et pas mal de chantiers à faire, pour que ça aille un peu plus vite, avec Sylvie, on s'entend pour embaucher une deuxième personne, une deuxième décoratrice qui pourrait aider en fait le premier décorateur à déblayer tout ça. En plus de ça, il y avait quand même un truc important pour moi en fait que je lui avais dit, c'est que je voulais pas embaucher une méga équipe avec des professionnels qui nous coûteraient super cher. Je préférais faire ça un peu plus en interne, ça prendrait peut-être un peu plus de temps, ce serait peut-être un peu moins nickel. L'idée c'était quand même qu'on n'explose pas les coûts. Et en parallèle de ce lieu qu'on était en train de déblayer et d'aménager, on était en train de créer, pour pas perdre de temps, une expérience un peu plus petite dans mes locaux. Ou plus exactement dans mes bureaux, ceux où je tourne mes vidéos classiques, où il y a le reste de mes salariés qui créent les vidéos poissons féconds. Parce que pour la petite info, en tout cas j'avais à l'époque, parce que là on est parti, vous comprendrez plus tard les raisons, on avait des bureaux qui étaient très grands dans le centre de Lyon, ils faisaient 250 mètres carrés et honnêtement on n'utilisait pas tout l'espace. Donc là on s'était dit tant mieux, on va prendre l'une des pièces qui sert pas à grand chose et on va l'aménager pour pouvoir faire les tests de jeu, tester le scénario, tester en fait l'intérêt des joueurs et ce genre de trucs. Et en plus de ça, je l'avais dit à l'équipe, mais c'était important, c'était que l'expérience puisse être créée rapidement et que en l'espace de 6 mois maximum, on puisse sortir le truc, le faire tester à des joueurs, commencer à récolter de l'argent ou en tout cas voir en fait si ça aurait un intérêt et que les gens kifferaient. Je voulais vraiment pas recommencer la même erreur qu'avec les jeux vidéo que j'avais créés où on avait pu passer parfois jusqu'à 2 ans à créer une expérience en faisant tous les petits détails, etc. qui coûtaient super cher et où à la fin, le jeu était cool, les gens qui le testaient aimaient bien, sauf qu'il marchait pas plus que ça et donc je perdais 2 ans pour rien parce qu'en réalité, il y avait pas vraiment de public qui voulait jouer à ce jeu vidéo. Là, il était important de le faire rapidement pour voir si les gens voulaient y jouer et étaient prêts à payer leur place pour ça, quoi, tout simplement. Shut up and take my money. Et là, il y a une erreur en fait importante que je retiens par rapport à ça. Alors j'en ai fait avant et j'en ferai bien après aussi, mais je vais vous les glisser au fur et à mesure. Il y a plein de choses dont je me rends pas trop compte honnêtement à ce moment-là, mais j'ai embauché peut-être un peu trop de gens
gens un peu trop vite et je les ai pas assez managés, je les ai pas assez gérés, je leur ai pas dit suffisamment ce que j'attendais, comment on allait pouvoir mener le projet. Bref, petit à petit, et là ça va être un peu le début aussi de la fin, mais très lente, très pénible, je me désinvestis en fait de ce projet qui pourtant va nous prendre de plus en plus d'argent et de plus en plus de temps. Je me désinvestis complètement, je passe de moins en moins de temps sur le projet. En fait, j'ai le sentiment d'avoir embauché les gens qui allaient le créer à ma place, et donc comme ils allaient le faire à ma place, et comme j'avais déjà une chef de projet, Sylvie, qui avait beaucoup d'expérience sur plein de trucs, je me disais que tout allait super bien se passer, même si c'était pas forcément la vision de base que j'allais avoir. Alors les mois passent, on fait nos tests, et petit à petit, l'équipe de Compte Aventure se rend compte qu'en fait, cette histoire de jeu de rôle, ça a pas l'air de marcher trop. Ils pensent pas que ça pourrait peut-être marcher aussi bien qu'une autre expérience qu'on pourrait proposer. Et donc, à partir de là, on fait une étude de marché. Bref, on fait appel à quelqu'un qui va sonder le marché, qui va voir les trucs qui existent déjà, les trucs qui pourraient plaire au public. Et au bout de quelques semaines de tests, eh bien, on voit qu'il y a un truc qui semble ressortir du reste, c'est une sorte de visite guidée hantée. Donc voilà, les gens sont censés patienter ici. Ensuite, quand leur tour arrive, ils vont arriver dans cette pièce-là, une pièce où on va leur faire le briefing. Enfin, putain, je parle au présent, où on était censé leur faire le briefing. Ou leur expliquer les règles. Alors, faut se dire, c'est de la décoration. Du coup, les murs n'étaient pas comme ça de base, donc on leur a donné vraiment un côté très Resident Evil, vous voyez. Et il y a un autre truc aussi qui semble être intéressant et qui semble plaire aux gens, c'est le fait de vivre une aventure d'horreur dans un lieu. Bref, quelque chose de vraiment très immersif, où là, les gens, ils sont pas juste assis devant une table et à entendre quelqu'un blablater, mais qui vont pouvoir se déplacer, qui vont grimper des échelles, qui vont ramper dans des conduits, qui vont glisser des toboggans, mais tout ça dans une ambiance un peu horrifique, avec peut-être des acteurs qui pourraient être là. C'est vrai que ça donne un peu plus envie aussi, même quand je le dis. Donc à partir de là, hop, on fait un pivot, c'est-à-dire que du projet initial, le jeu de rôle, on passe à un truc beaucoup plus immersif, mais aussi un peu plus cher. À ce moment-là, Sylvie, elle est OK avec l'idée, elle trouve ça même mieux, et donc on refait un business plan pour voir eh bien combien ça pourrait coûter cette expérience d'aventure, d'horreur. Et là, elle budgétise qu'avec le lieu qu'on a, et qui fait à peu près 150 mètres carrés, ce lieu en fait sur les pentes de Lyon, ça devrait coûter à peu près 250 000 €. Pour rappel, moi sur le compte en banque, j'avais autour des 600 000 €, donc c'est large. Et je me dis, même si ça coûterait 2 fois plus cher, ça passe. Il nous reste de la marge, donc c'est nickel. C'est très drôle parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Bien, à partir de là, comme notre projet il a pivoté et qu'on fait plus un jeu de rôle, mais là un truc beaucoup plus grand et ambitieux, les gens que j'avais embauchés, donc c'est-à-dire la scénariste, les game designers et puis les décorateurs, et entre-temps aussi un électronicien qu'on avait embauché, ils ont pas trop de taf dans les bureaux. Et bien avec Sylvie, on s'entend pour les faire venir sur le chantier et aider pour les petits détails, poser des mousses isolantes ou faire un petit peu de peinture. Alors à ce moment-là, encore dans ma tête, je voulais pas embaucher des vrais pros forcément qui allaient faire toute la décoration et compagnie. En même temps, c'était dommage parce que j'avais embauché des gens qui étaient en CDD ou en CDI, et autant faire en sorte qu'ils puissent être utiles. Alors, il y avait quand même quelques pros, mais grosso modo, c'était quand même pas mal en interne. Bien, à partir de cette situation, les mois passent, et moi, je suis toujours confiant, surtout que, Sylvie, je fais des points avec elle assez régulièrement, et elle me dit que tout va bien, tout se passe bien sur le chantier, ça avance, parfois il y a des petites galères, mais on trouve toujours des solutions. Donc, oui, normalement, le projet va voir le jour d'ici peut-être quelques mois à peu près, un peu comme dans les plans que je m'étais imaginé. Alors d'ailleurs, une autre erreur par rapport à ça, en fait, le fait de pas vouloir externaliser, de faire appel à des sociétés qui sont dans le bâtiment notamment, alors que je pensais faire des économies d'argent, en réalité j'ai perdu pas mal de temps parce que c'était un peu plus lent quand on le faisait nous-mêmes, et après on a dû faire appel malgré tout à ces sociétés pour combler tout le retard qu'on avait pris. Mais ça on en reparlera. En tout cas, les mois passent et à un moment on voit une opportunité en or qui en réalité était un cadeau empoisonné. Imaginez, à côté de ces locaux qu'on est en train d'aménager, il y en a d'autres qui sont juste collés à nos locaux et qui sont aussi grands. Et ces locaux, ils appartenaient au même propriétaire et il les avait pas loués depuis des lustres. Et là on se dit waouh, on les visite. Alors c'est un peu un débarras et tout, ça avait pas été utilisé. Donc nous on se dit ouais mais génial, du coup ça a un potentiel de dingue. Ils sont aussi grands que les locaux qu'on a. Et on se rend compte que si on les avait, en fusionnant les deux, ça doublerait la surface, et de 150 mètres carrés on pourrait passer à 300 mètres carrés, voire en augmentant, en créant des mezzanines, on passerait à 400 mètres carrés. Ce serait incroyable. Mais bon, à ce moment-là je suis quand même un peu réticent. Je me dis ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et je suis en train de repenser au fait que j'ai pas envie que ce projet il prenne trop de temps. J'avais déjà vécu ça, j'étais pas sûr de l'idée. Mais je discute quand même avec l'équipe et eux ils sont quand même emballés, et puis ils me convainquent qu'en réalité c'est quand même une bonne idée de prendre ces locaux à côté. C'est vraiment une opportunité à saisir qui peut-être va pas se représenter, et en réalité ça coûtera pas beaucoup plus cher, me dit Sylvie, ça coûtera un peu plus d'argent mais ça va, c'est gérable, donc ça vaut vraiment le coup. Et à ce moment-là je deviendrai la plus grande surface peut-être sur Lyon d'un lieu immersif, notamment horrifique, et ça pourrait être sensationnel. Bon là forcément donc il y a ma corde sensible qui s'active
perspective, je me dis ouais, bon, ok. Et au final, je dis oui. Et quand même, retenez bien parce que des mauvaises décisions, j'en ai pris, mais là, je pense que c'est l'une des pires par rapport à ce projet. Parce que si on était resté sur des trucs beaucoup plus petits, on aurait eu plein de merde aussi, ça c'est clair, mais tout aurait été beaucoup plus facilement gérable. Mais là, bah non, donc on part sur un lieu 2 fois plus grand et en réalité, ça va nous entraîner encore plus vers notre perte. À la boulette. Bien, à partir de là, bah forcément, on va étaler un peu plus la durée de création de cette expérience parce que bah on a une surface plus grande maintenant forcément. Et donc les mois vont passer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. À ce moment-là, je continue à faire un suivi assez régulier avec Sylvie. Je la vois toutes les semaines, j'ai inspecté un petit peu l'avancée des travaux et elle, du coup, elle est quand même très confiante sur tout ça, elle me rassure. Elle d'ailleurs, elle est quand même bien vue dans le reste de l'entreprise. Bah on sent qu'elle a de l'expérience, qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. On me rassure sur le fait que bah je suis entre de bonnes mains, donc tout va bien. Et d'ailleurs, pour être complètement honnête, moi aussi du coup j'y crois, c'est-à-dire que bah j'ai pas d'expérience là-dedans quoi, j'ai jamais créé en fait des lieux physiques, j'ai déjà bricolé à droite à gauche mais voilà ça s'arrête là, c'est pas un lieu en fait notamment de 400 mètres carrés. Là vous avez de la lumière mais il y en aura aussi moins quand même dans l'expérience finale quoi. En fait on s'est rendu compte de quelque chose quand même avec le temps, ça peut paraître con comme ça mais on peut pas tout faire soi-même. J'ai jamais créé d'escape game, j'ai jamais fait tout ça, j'ai fait des interviews avec des gens qui ont fait des escape games avant de me lancer là-dedans mais en fait je l'ai jamais fait donc, et le problème c'est que je ne suis pas le seul à ne pas me rendre compte de l'ampleur du projet, mais ça je ne le sais pas encore. À ce moment-là, on est à l'automne 2022 et on a envie que cette expérience-là d'horreur, elle ouvre pour Halloween. À ce moment-là, d'après Sylvie, ça a l'air encore jouable et moi, c'est ce que j'avais aussi envie d'entendre, faut être honnête. Mais au fur et à mesure que Halloween approche, on se rend compte que ça va être un petit peu compliqué et qu'on va devoir repousser un petit peu. Mais ce qui est sûr, d'après elle, c'est que ça ouvre dans à peu près 2 mois. Et ça, c'est vraiment cool. Alors à ce moment-là, on est à fin 2022 et comme on imagine que ça va ouvrir dans 2 mois, on commence à embaucher les futurs acteurs. Là, l'équipe, elle est confiante sur tout ça et donc on fait des annonces pour trouver des gens qui sont prêts à se costumer en monstres et tout pour animer les lieux quand ils ouvriront. Et on fait vraiment le truc bien, quoi. On fait des dizaines et des dizaines de recrutements dans les lieux, on teste leur implication, à quel point ils kiffent le projet, leur capacité à faire flipper et tout et tout. On faisait passer les joueurs en fait dans ce faux ascenseur. Donc un ascenseur un petit peu comme Amityville, là on va dire. Là, il y avait un truc où on pouvait cliquer pour pouvoir descendre en fait. Alors il y avait des vibrations qui fait qu'on avait le sentiment en fait de descendre cet ascenseur. Sylvie, elle est toujours confiante sur le fait qu'on va ouvrir. Et d'ailleurs, on est tellement confiant qu'en parallèle des acteurs, on lance aussi une campagne de pub dans tout Lyon. Donc peut-être que vous l'avez vu passer si vous habitiez dans la ville à l'époque, notamment dans le tram ou le métro, vous pouviez voir des grandes affiches de Lyon. Ces affiches-là où on dit que voilà, on va ouvrir, venez tester cette nouvelle expérience d'horreur. Et là, comme on s'approche en fait de l'ouverture, on est quasiment prêt pour embaucher 18 acteurs en CDI. Et même si dans l'équipe on était pas mal, c'est beaucoup. Alors là, peut-être que vous dites mais c'est complètement délirant, à quel moment tu vas embaucher 18 acteurs? En fait, il faut vraiment vous dire, comme on était censé ouvrir, il nous fallait 18 acteurs pour pouvoir faire un roulement et que l'expérience tourne de manière optimale. Vous voyez un petit peu comme l'ancien manoir de Paris où il y avait plein d'acteurs et où l'expérience était très qualitative. Là, c'était la même chose, on voulait faire les choses en grand. Il y avait une trappe qui allaient s'activer, ils allaient grimper par là, par là, par là, et ils allaient passer par cette trappe au plafond pour ensuite ramper dans des conduits en fait dans le noir. C'est la première zone en fait où on doit ramper avec plein de câbles. Alors normalement c'est dans le noir complet, avec des bruits inquiétants, des acteurs qui peuvent se cacher pour nous effrayer. Donc si on n'avait pas les acteurs, si on les embauchait pas, il n'y avait pas d'expérience, donc on ne pouvait pas ouvrir aussi. Mais à ce moment-là, il commençait à avoir un petit peu des doutes dans le reste de l'équipe, notamment ma bras droit et ma responsable administrative, qui disent ouais mais tu te rends compte, c'est quand même énorme. Et si finalement ça ouvre pas comme tu imagines, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je lui dis non, mais là on est censé ouvrir, donc de quoi tu me parles? Et en réalité, ils ont eu raison sur ça, parce que si je m'en tenais à ce que disait Sylvie, eh bien non, tout allait bien se passer, même s'il y avait quelques petits accros par-ci par-là. Non, ça allait ouvrir, plus ou moins dans 2 mois, quoi. Mais à un moment, je me rends quand même compte qu'on risque peut-être de faire une grosse bêtise si on embauche ces 18 acteurs tout de suite. Donc, j'annule ça. On ne les embauche pas. Mais entre-temps, il y en a quand même un qui passe par les mailles du filet, et puis lui, on va l'embaucher. Et voilà, il s'appelle Lucas. Bon, le nom a été modifié. Parce que lui, comme il avait des gros bras, il nous avait gentiment proposé son aide pour nous aider pour finir le chantier. Et comme on s'est dit que il restait plus grand chose, forcément, c'était nickel, quoi. Alors, autre petit truc qui va avoir une importance capitale, c'est que début 2023, Sylvie nous apprend que ça se passe plus très bien avec notre décoratrice, avec qui pourtant elles étaient devenues très proches et elles étaient quand même très potes. Moi je me dis tiens c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui se passe? Là, ma bras droit essaye de régler le petit problème de communication qu'elles ont entre elles. Malheureusement les tensions vont pas s'apaiser et à ce moment-là, les langues vont se délier et on se rend compte que ça se passe pas si bien que ça sur le chantier, contrairement à ce que Sylvie était en train de dire. Et là en fait la confiance qu'on a envers Sylvie commence tout doucement à se craquer
clé. À ce moment-là, ma décoratrice et ma responsable de communication, elles me disent que bah non, ça risque pas d'ouvrir dans 2 mois et que c'est pas la première fois qu'on repousse et que non, le chantier est pas fini et qu'il reste encore pas mal de travail à faire. Donc forcément, par rapport à tout ça, moi je vais voir Sylvie et je lui en parle pour dire mais qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ça? Et là, bah revirement de situation, mais comme Sylvie a l'air d'être déçue de son équipe et un peu abandonnée, eh bien elle a plus envie d'être chef de projet, elle a envie de partir, tout simplement, de rage quit. Elle était ok pour terminer ce qu'elle avait à faire, mais ensuite elle souhaitait juste partir. Donc bah moi je me dis bah on va pas garder une personne qui a pas envie de rester. Et de toute façon comme il reste pas beaucoup de temps avant que ça ouvre, ça devrait le faire. Donc on lui accorde son départ et là on réfléchit à une remplaçante qui pourrait finaliser les 2-3 petits trucs qui restent. Parce que à ce moment-là dans ma tête il restait que la décoration et l'électronique et a priori ça pouvait être fait en 2 mois. À ce moment-là on arrive au printemps 2023, il s'est encore passé plusieurs mois et il y a un truc qui est sûr, c'est que d'un point de vue financier, on a cramé déjà beaucoup d'argent, bien plus que les 250 000 de prévu. Et que si on continue à ce rythme-là, à brûler quasiment parfois 50 000 € tous les mois, eh bien on va plus pouvoir tenir longtemps. Mais ça devrait aller, ça tombe bien puisque ça ouvrira dans 2 mois. Alors bon, comme là dans notre tête, il restait plus grand chose à faire, a priori, bah moi je reprenais la partie créative, ma bras droit reprenait la partie plus financière et ma décoratrice finissait la décoration. Pour l'aider dans sa tâche, on avait embauché quelques décoratrices en supplément et je m'étais dit oui effectivement, bah en l'espace de à peu près 2 mois, on devrait pouvoir terminer tout ça. Sauf que ça a été une erreur, on aurait dû prendre un vrai chef de projet, mais comme on s'imaginait que ça allait ouvrir rapidement, on s'est dit que ça allait le faire. Là à ce moment-là, comme Sylvie était partie, bah ma bras droit qui s'appelle Agathe, voilà, elle a un prénom et là c'est son vrai prénom, eh bien elle m'a suggéré peut-être de refaire un petit business plan beaucoup plus carré. Donc là on fait appel à un professionnel qui avait déjà bossé dans des lieux similaires et qui va budgétiser tout ça. Et là en tout cas avec ce nouveau business plan, c'est-à-dire savoir d'un point de vue financier ce que ce projet pourrait rapporter, c'était moins emballant que prévu au début. Et d'ailleurs si je m'étais basé juste sur ce business plan là, probablement que je n'aurais même pas fait ce projet. Ou en tout cas bien différemment. Bref, d'où l'importance d'avoir quand même un business plan mais qui soit bien fait. Et comme il nous restait aussi toute la partie électronique, eh bien là on a fait appel à une société qui allait pouvoir s'en occuper en prenant en compte bien sûr que si on se basait sur ce que nous avait dit Sylvie avant, faire l'électronique ça devrait prendre à peu près 1 mois. Parce que si c'était Sylvie qui l'avait fait, elle comptait le faire en Wi-Fi et donc c'était quand même assez rapide. Sauf que là les pros avec qui on discute, eux ils nous disent que non, c'est pas possible en Wi-Fi, on a des murs trop épais donc il va falloir tout faire passer avec des câbles et ça va prendre 6 mois. Donc là je fais ouf. Et je fais un deuxième ouf quand ils nous annoncent le devis, ça coûte plus de 100 000 € pour le faire. Oula, ok. À ce moment-là, comme nous on est pris par le temps et qu'on se dit que ça va ouvrir dans pas longtemps, on fait pas trop de devis et donc on bosse avec eux. Ce qui a aussi été une erreur, c'est-à-dire de ne pas faire de devis comparatifs. Essayez de voir les opportunités, regardez avec qui vous pouvez bosser et donc voyez s'il n'y en a pas plusieurs qui peuvent être intéressants. En parallèle de ça, d'un point de vue plus financier, au niveau de la thune, comme on a des petits problèmes d'argent qui commencent à apparaître, c'est à ce moment-là où on va faire un premier prêt bancaire. Alors, un petit prêt de 50 000 € pour faire en sorte qu'on puisse terminer ce projet confortablement. Bon, les semaines puis les mois passent et c'est un peu galère quand même sur le chantier, mais on se met un objectif en tête, il faut qu'on ouvre pour Halloween. C'est quand même le bon moment, il y a quand même une aventure d'horreur, ce serait quand même parfait. Mais mine de rien, c'est déjà 1 an de retard par rapport à ce qu'on avait espéré au tout début. Et comme vous le voyez, comme tous les mois, on peut cramer entre 30 et 50 000 €. Ça commence à faire pas mal. À ce moment-là, sur le chantier, les électroniciens avancent, ils font leurs affaires et notre décoratrice, elle avance aussi sur toute la partie déco, mais on se rend compte que il reste beaucoup plus de travail à faire que ça et que elle a des soucis de management avec les décoratrices. Elle a du mal à les gérer, elle a du mal à diriger la partie décoration. Et là, pour reprendre la partie de direction qu'elle avait du mal à gérer, en fait, je cherche une chef décoratrice un petit peu en urgence. Et là, je vais bosser avec une externe, une professionnelle du milieu, qui a un background dans l'architecture et qui a fait pas mal de projets. Donc, je me dis, ça devrait pouvoir le faire. Elle avait l'air intéressée également. Elle habitait sur Lyon. C'était l'espace de quelques semaines, quelques mois max, quoi. Que ça va ouvrir bientôt, il faut quand même pouvoir anticiper et on se met à embaucher une chargée de communication qui va faire alors la communication, le marketing de compte aventure pour vendre l'idée, pour faire en sorte que les gens en parlent. Bref, on s'y prend en amont. Et là, il y a quelques semaines qui passent encore, on est à l'automne et on a de nouveau des problèmes sur le chantier. On se rend compte que ça va être compliqué peut-être de sortir pour Halloween et comme on a aussi des problèmes de thunes, on se dit ça pourrait être une bonne idée de faire une campagne de crowdfunding, de financement participatif, qui nous permettent d'aller au bout des travaux plus confortablement. Comme ça, les gens en fait, ils vont préacheter des places et ça nous permet d'avoir une rentrée d'argent avant que l'expérience puisse ouvrir. Là, à ce moment-là, quand on crée cette campagne que vous pouvez voir là, on annonce une ouverture pour fin décembre. À ce moment-là, on essaye de faire des réunions assez fréquemment, mais c'est quand même le bazar. Il y a pas mal de gens du coup sur le projet. Les gens parfois ils se renvoient la faute, on sait plus qui fait quoi. Bon, c'est un peu le fouillis. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que on refait un prêt de 50 000 € pour payer les salaires et puis les prestataires qui doivent rattraper parfois les erreurs qui ont été faites.
À ce moment-là, on est début 2024 et Sandra, donc la nouvelle chef de chantier, reprend les rênes. Elle est accompagnée de notre décoratrice et elle prend aussi d'autres prestataires qui vont nous aider à finaliser tout ça. Et cette fois-ci, des prestataires très qualifiés, donc forcément qui coûtent bien plus cher. Bon, du coup, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a quand même quelques galères, beaucoup de galères d'électricité, ça dépend le point de vue, parce que il y a des trucs qui avaient pas été bien faits ou pas tout à fait finis précédemment, notamment avec Sylvie. Donc, là, on est en train de corriger toutes ces erreurs, sauf que ces erreurs, elles coûtent cher, en temps et en thunes. Et là, à ce moment-là, comme vous l'avez vu, la thune, on en a plus trop. Les 600 000 euros que je pensais qui étaient larges du début, c'est terminé. Ils ont été fumés, on sait pas où ils sont partis. Enfin si, dans l'expérience. D'ailleurs, vous vous souvenez de Lucas, vous saviez, donc l'acteur qu'on avait embauché il y a 1 an, quand on était prêt à en embaucher 18 autres. Lui, au début, pendant les premières semaines, les premiers mois, on avait pu lui donner des tâches, mais petit à petit, comme c'était un acteur et qu'il n'était pas forcément qualifié pour le reste, donc oui, c'est sûr qu'à un moment, on avait quand même du mal à lui confier des missions, et que mine de rien, en plus de tout le reste, son salaire, ça représentait une charge à devoir assumer tous les mois. En même temps, faut quand même vous le dire, mais dans notre tête, c'était quand même logique de le garder, puisque comme on pensait que ça allait ouvrir dans à peu près 2 mois, oui, il continuait à rester dans l'équipe, alors qu'en réalité, on n'arrêtait pas de repousser sans cesse cette date-là. Bon, à ce moment-là, comme on a la bonne équipe, on fait tout bien, ça avance correctement, tout ça, mais on se rend compte qu'il faut reprendre pas mal de choses qui ont été un peu négligées dans le passé, donc ça nous fait perdre du temps, et donc les mois passent, et rapidement, on en arrive à l'été 2024. À ce moment-là, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on va jongler entre les impayés, les dettes, et la démoralisation aussi de l'équipe, et aussi de mon côté, parce que ça fait 2 ans et demi que ce projet y traîne, de mon impatience, en fait, de vouloir que ce projet se termine et qu'on puisse passer à autre chose, et c'est alors que du coup, durant l'été, là, on a un truc qui était pas censé arriver, qui arrive et qui nous met un coup de grâce. Alors, faut vous le dire, il y a de l'électronique de tous les côtés. Alors, je l'ai pas forcément expliqué à quoi servait l'électronique, mais comme c'était une expérience immersive, à un moment, quand les joueurs ils débarquent dans un endroit, il y a une porte automatique qui va s'ouvrir. Ensuite, on va avoir une lumière qui se déclenche. Ensuite, on a une musique à un autre moment. Ensuite, il se déplace dans un autre lieu. Là, on va avoir une trappe qui peut s'ouvrir. On a un acteur où il a un signal pour qu'il puisse débarquer. Bref, tout ça, c'est géré de manière électronique. C'est un peu comme si on programmait le lieu pour qu'il fonctionne correctement. Et donc, c'est pour ça que ça coûte aussi cher, parce que le lieu, en même temps, il est grand et qu'il y a pas mal de petits trucs à faire à la main. Alors c'est pas un vrai broyeur, évidemment, mais on avait installé en fait des vérins pneumatiques en haut et en bas, qui fait que quand tous les joueurs étaient là-dedans, les vérins allaient s'activer, ils allaient commencer en fait à réduire la taille des murs, ça allait s'amoindrir, comme si on allait broyer les joueurs. Et donc, à un moment, alors qu'on est en train de finaliser une pièce, on se rend compte qu'un panneau lumineux en LED, il grille. Alors, c'était un panneau lumineux qui se trouvait caché derrière, en fait, une fenêtre en vitrail et qui était dans une pièce qu'on appelle la chapelle et qui donnait l'illusion qu'on était à l'extérieur. Bref, l'effet rendait vraiment très bien. Alors là, fallait imaginer, on les a démontés, c'était les vitraux. C'est là où il y avait de l'humidité qu'on avait détecté avant parce que ça simulait la lumière du soleil. Mais donc ce panneau-là, LED, il grille. Et si vous connaissez un peu le milieu, vous vous rendez compte, c'est pas possible. En fait, un panneau LED, c'est quasi indestructible. Normalement, ça ne peut pas griller. Ça peut durer peut-être 10 ans, en fait, sans problème. Là, en quelques mois d'utilisation, il était capoute. On se dit, c'est quand même bizarre. À ce moment-là, on démonte le vitrail pour voir qu'est-ce qui a merdé et on se rend compte que le panneau LED, il est plein d'eau. Il est complètement humide, donc bizarre, quoi. On se dit, il y a peut-être une fuite quelque part. À ce moment-là, on fait appel à un pro pour inspecter tout ça, pour avoir un petit diagnostic quand même un peu plus béton. Et là, il nous annonce que les murs de toute la partie sous-sol de notre local, ils sont gorgés d'eau, sachant que ça représente quand même plus de la moitié de la surface. Surprise, Alors sur le moment, on est quand même étonné puisque on avait quand même bien fait poser un système de ventilation très performant par des professionnels. Ça s'appelle un extracteur d'air, donc c'est plus qu'une ventilation classique pour pouvoir aérer le lieu, quoi, forcément. Donc on se dit ouais, c'est bizarre, comment ça se fait que c'est humide. Donc bon, déjà le problème d'eau, ça c'est chiant, mais c'est pas tout. En fait, le truc qui vient rajouter une couche, c'est que à cause de cette humidité et de ces murs qui sont humides de ce sous-sol, il y a plein de champignons de tous les côtés qui sont là, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait, il faut prendre une lumière ultraviolette pour pouvoir les repérer. Et ces champignons, ils pourraient causer un problème sanitaire. Au-delà du fait que trop d'humidité, de toute façon, c'est mauvais. Bon, à ce moment-là, vraiment, quand on l'apprend, c'est quand même un énorme coup de massue pour toute l'équipe et pour moi-même. Là, on était quand même à peu près sûr qu'il restait moins de 2 mois avant de pouvoir sortir cette expérience. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, on demande des devis à quelques sociétés qui pourraient peut-être corriger ce problème d'humidité et de champignons. Le truc, c'est que ça coûterait, selon les estimations de chacun, entre 100 000 et 300 000 balles. À partir de ça, on essaye de trouver une solution. On fait appel à 2 sociétés spécialisées là-dedans. Là, la première société qui vient inspecte minutieusement tout ça et ils nous disent que, non. Eux, ils ne veulent pas intervenir là-dedans pour essayer de corriger ce problème puisque
c'est trop complexe. En fait, comme notre sous-sol, il a des murs en voûte qui sont très beaux sinon. En tout cas, selon eux, ils nous disent que si on corrige ce problème d'humidité, ça va assécher les murs, sauf que ça risque de fragiliser la structure. Et comme il y a un immeuble qui repose dessus, ils ont pas envie de prendre ce risque-là. Là, on fait appel donc à une deuxième société pour voir s'ils disent la même chose. Eux, ils trouvent bien le même problème d'humidité. Et là, ils nous proposent des solutions qui peuvent être faisables, mais qui coûteraient à peu près la bagatelle de 250 000 euros. Un peu chaud, quoi. J'avais pas signé pour ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que à ce moment-là, à cause d'avoir pris connaissance de ce dégât d'humidité, on ne pouvait pas ouvrir. En tout cas, pour du public, c'était pas possible. Et même pour les acteurs, en fait, c'était pas des conditions qui étaient OK. Bon, à ce moment-là, j'essayais de trouver mille une possibilités pour essayer de sauver les meubles. Ouais, peut-être qu'on pourrait juste ouvrir la partie haute du local, sauf que non, parce que tout a été pensé complètement, donc faut revoir toute l'électronique, tout le flux et tout, et ça coûterait très cher. Bref, j'essaie de trouver plein de solutions possibles, sauf qu'il y en a vraiment aucune qui semble tenir la route, hélas. En tout cas, tant que ce problème d'humidité n'est pas réglé, surtout qu'à ce moment-là, c'est d'autant plus dur que enfin, on était prêt. Il restait quasiment rien, il y avait 2-3 petits trucs à modifier, et on pouvait ouvrir. En plus de ça, on avait commencé les bêta-tests avec un nouveau panel d'acteurs qui était venu intervenir, donc eux aussi, ils étaient emballés, ils étaient prêts. On avait un groupe WhatsApp pour les motiver et compagnie. Sachant qu'en plus, parmi ces acteurs, il y en avait qui étaient là depuis la première vague et qui attendaient depuis 1 an et demi. On est juste dégoûtés. Une zone là où il y avait un acteur qui allait capturer un joueur et l'attacher ici pour torturer le fameux joueur. Il fallait être imaginatif sur comment on allait procéder. Ses mains allaient être capturées en fait dans cette espèce de menotte là. Bon, à ce moment-là, on n'arrive pas à s'entendre avec le propriétaire sur qui est responsable de ce problème d'humidité. Nous, on pense que ce n'est absolument pas nous parce qu'on a fait tout le nécessaire depuis le début et lui, il pense le contraire. Et donc, on arrive dans une situation où ça n'avance pas et on peut plus rien faire. Donc, on est coincé tout simplement alors que le truc est censé se terminer. Et là, à ce moment-là, avec ma bras droit Agathe, on a une décision très compliquée et très laborieuse, mais on finit par s'entendre sur le fait que la meilleure décision, enfin la moins pire peut-être, c'est de tout simplement geler ce projet, le temps que de nouveaux experts passent et nous disent quoi faire et puis qui est responsable de tout ça. Alors là, ce que je suis en train de dire, c'est un truc très sensible, donc je dois utiliser des mots précis. Ces expertises, elles se font pas en 2-2, ça peut prendre des mois et des mois, donc mieux vaut tout mettre en pause. Sauf que tout mettre en pause à ce moment-là, pour nous, ça a des grosses conséquences, et donc à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que faire des licenciements économiques avec les gens qui restaient encore sur le projet, et donc qui étaient encore en CDI, sachant que dans l'eau, parmi ces personnes, il y en a quand même une qui a pu me rejoindre sur mon projet Noisuli et qui m'aide maintenant à temps plein dessus. Ça, j'en reparlerai. Sachant que là, quand on fait le bilan des comptes, à ce moment-là, on est à peu près à plus d'1 million d'euros dépensés en fonds propres, donc la YouTube Money et compagnie, quoi, surtout, et à peu près 400 000 euros de prêts bancaires qu'il faudra également rembourser. Bon, faut quand même être assez clair, c'est que la fin de l'année est quand même très compliquée. On a vraiment plus de thunes dans la boîte et on doit refaire d'ailleurs un petit prêt en fait pour payer de nouveau les salaires. L'équipe Poisson Fécond qui crée les vidéos YouTube que vous voyez et que vous appréciez depuis des années, elle est gavée parce que elle a tanké le projet pendant près de 3 ans. C'était grâce à elle qu'on pouvait financer aussi tout ça. En grande partie tout ça, ça a été les montagnes russes émotionnelles. On se disait oui, ça va ouvrir, oui, dans 2 mois, non, pas dans 2 mois. Bref, à chaque fois, l'échéance était repoussée encore et encore. C'était vraiment un enfer. Alors aujourd'hui, 8 mois plus tard quasiment, ça faisait déjà 8 mois que je devais faire cette vidéo, compte ne nous coûte plus d'argent ou quasiment plus. On a juste nos avocats qu'on doit payer de temps en temps parce que c'est eux qui avancent sur la procédure. Alors là, du coup, par rapport à ce que je vais dire, je vais quand même reprendre des pincettes parce qu'il y a du juridique qui est en jeu. Mais je pense que notre propriétaire, il est en tort et on espère, en tout cas accompagné par nos avocats, obtenir gain de cause. Mais bon, on sait pas combien de temps ça va prendre et vous savez, en fait, ces histoires-là, en fait, de juridique, ça peut prendre honnêtement des années. Donc, faut vraiment pas compter sur l'argent qu'on pourrait peut-être toucher plus tard. On aurait eu le temps de couler depuis bien longtemps si on attendait ça, en tout cas. Au-delà de ça, pour l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur le projet Compte, mais aussi pour les autres qui travaillaient sur la chaîne YouTube et les autres projets, ça a été une énorme déception. Ça a été très compliqué à gérer. Il y a eu des gros moments de bas, de démoralisation. On a dû mettre en pause plein de choses pendant ces 3 ans parce que tout l'argent partait là-dedans et bien plus que l'argent qu'on était censé dépenser depuis le départ. Vous vous souvenez du coup entre les 250 000 euros et là il est 1,4 million. C'est pas censé se passer comme ça, quoi. Mais bon, malgré tout ça, on est quand même très soulagé que tout ça soit terminé parce que là au moins on sait où on va, on sait déjà qu'on ne paye plus pour tout ça et même si ça ne verra pas le jour parce que le projet est gelé et même si on peut le reprendre comme la petite bataille juridique là, elle risque de prendre des années, on ne va pas compter sur ça, on est passé à autre chose. Et aussi c'est quand même important, mais on n'est pas mort, on est toujours là. Ça n'a pas impacté le rythme des vidéos YouTube, peut-être que ce truc, cette expérience dont je vous ai parlé, vous en avez jamais entendu parler et il y a eu plein de trucs à cause de ça aussi. Par exemple, la campagne de financement qu'on a fait, on a dû rembourser toutes les personnes qui souhaitaient être remboursées, ce qui est de façon logique.
musique, mais voilà, c'était en plus un truc à gérer. Mais moi, dans ce projet, comme j'étais de moins en moins impliqué, ça m'a laissé quand même une grande ouverture en termes de temps pour pouvoir lancer un truc qui est devenu de plus important avec le temps, et c'est une saga que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noisuli. Alors une saga qui de base sera des livres assez grandes puisqu'elle risque de s'étaler sur 10 tomes, et là, pendant la création de Conte, j'ai pu écrire et terminer le tome 1. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Ça a été un peu mon ikigai, si vous connaissez ce terme japonais. Vous savez, où en fait, ça rejoint plein de trucs qui fait que ça donne un sens aussi à sa vie. Noisuli, entre-temps d'ailleurs, a eu sa propre campagne de financement qui a été un énorme succès parce qu'on a récolté quasiment 250 000 euros. D'ailleurs, merci encore à tous les contributeurs. Ils ne vont pas tarder en plus, en tout cas au moment où je sors cette vidéo, à enfin recevoir le tome 1 de Noisuli. Pour les autres, il y aura une sortie grand public à l'automne 2025. En tout cas, je lâche ça là, mais pour les entrepreneurs intéressés pour racheter peut-être le concept de Conte ou même les décors de Conte, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On a fait un taf quand même monumental. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse, puis on pourra discuter ensemble. En tout cas, la fin de Conte a eu aussi d'autres conséquences, comme le fait que, on est parti de nos immenses bureaux de 250 mètres carrés. Ça faisait quand même 6 ans qu'on était là-dedans pour aller sur d'autres plus petits. Alors, qui sont quand même, ça va, ils font 150 mètres carrés. Ils restent toujours très bien situés à Lyon. Mais là, on a un loyer plus petit, c'est plus facile à absorber. Et tant mieux parce que, on a clairement moins de thunes qu'avant. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, je reviendrai quand même sur les différentes leçons que j'ai apprises. Alors, il y en a eu beaucoup, je vais pas toutes les citer, mais peut-être les plus importantes qui pourront aussi vous être utiles. Alors, premièrement, déjà, durant ces 3 ans, il y a un truc qui a été terrible, c'est l'effet d'engagement. C'est-à-dire le fait de se dire, oui, mais ça ouvre dans 2 mois, donc, comme ça ouvre dans 2 mois, on peut continuer à cracher la thune, on peut continuer à imaginer que tout est possible, on peut continuer à s'endetter. Sauf que, c'est comme, vous savez, le syndrome de la personne qui attend son bus, qui est en retard, mais plus il attend, plus, en fait, il aurait pu rentrer chez lui ou faire autre chose à la place. Sauf que c'est un bus à 1,4 million, quoi. Enfin, deuxième leçon, le fait de viser un projet trop grand dès le départ. Alors qu'en plus, je savais pertinemment qu'il fallait pas le faire. Mais je me suis laissé de nouveau entraîner, en fait, dans ça. Me lancer dans un projet beaucoup trop grand alors que je n'avais pas l'expérience dans des projets plus petits. C'est comme si, en fait, sur une vidéo YouTube, avant de faire une petite vidéo YouTube de 10 minutes, je me lançais dans un long métrage d'1h30. Alors, j'avais jamais fait. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et ça, faut également faire très attention puisque quand je discute avec des créateurs, pas forcément sur YouTube, mais sur des tas de projets, c'est vraiment une erreur récurrente d'imaginer un truc trop big. Ou même typiquement quand vous êtes écrivain. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se disent « Ah oui, mais moi je vais me lancer dans l'écriture d'une saga et chaque livre il fera 600 pages. C'est trop grand. Il faut viser un truc beaucoup plus petit et après améliorer et augmenter progressivement. » Et donc, au lieu de faire ce truc énorme dès le départ, même pour notre aventure en fait d'horreur, on aurait dû faire un POC. POC, ça veut dire Proof of Concept. Faire un truc beaucoup plus petit, mais bien fini, bien finalisé, le terminer, et même s'il y aurait des problèmes dessus, parce qu'il y aurait eu plein de problèmes qu'on aurait rencontrés, on aurait appris, ça m'aurait coûté peut-être, je sais pas, 200 000, peut-être 300 000 balles, parce que du coup, j'aurais pas vu le truc, mais j'aurais eu l'argent de le faire, ce serait sorti, j'aurais appris des leçons, et si l'expérience était positive et que ça a ramené de l'argent, eh bien oui, peut-être j'aurais pu faire une deuxième expérience. Peut-être là, elle aurait été un peu plus grande, et petit à petit, j'en serais venu à un truc bien plus important. Mais commencer petit. Mais au-delà de ça, même avant de penser au proof of concept, que le début de projet soit carré et complètement béton, ça aussi c'est un truc hyper important. Alors bien sûr, un truc n'est jamais aussi carré qu'on imagine, surtout quand on débute, on l'a jamais fait, et il y a des trucs qui vont souvent changer avec le temps. Ça fait partie aussi de l'aventure. Mais le fait de pas avoir de business plan assez béton, de pas savoir exactement là où je voulais aussi aller, d'embaucher des gens trop rapidement alors que du coup c'est pas prêt, tout ça en fait c'est aussi des leçons hyper importantes. Et enfin, quand j'embauche des gens, peut-être tout simplement, surtout quand je n'ai pas l'expérience moi-même, embaucher des experts dans le domaine qui savent quoi faire. Alors certes, ils vont coûter plus cher, ils auront un prix, ce qui est logique parce que du coup ils sont bons, mais ils m'auraient permis de gagner du temps, de ne pas faire des erreurs et d'être quand même beaucoup plus sûr de la qualité que je voulais proposer. Et enfin, dernière leçon, c'est tout simplement celle de n'avoir pas été assez impliqué une fois que le projet avait été lancé. En pensant du coup embaucher la Dream Team, en réalité, moi je m'étais désinvesti, je passais vraiment plus trop de temps dessus. Mais si j'avais été plus réglo, si je regardais un peu plus les dépenses, si je regardais un peu plus du coup les trucs, si je passais plus de temps aussi, ça nous aurait peut-être pas empêché de faire ces erreurs, il y en aurait eu d'autres qui auraient été faites, mais ça m'aurait permis de voir mieux où on allait et mieux savoir quand dire stop peut-être aussi. Et en tout cas, pour terminer sur la plus grande leçon que j'avais à apprendre, je pense, sur toute cette expérience, comme je vous l'avais un petit peu teasé du coup en introduction de la vidéo, cette leçon elle porte un nom et ça s'appelle l'alignement. Parce qu'il m'a fallu perdre presque 1,4 million d'euros pour la comprendre. En gros, pour pouvoir vous l'expliquer, parce qu'elle est pas toujours simple à assimiler, je pense, surtout si je parlais aux crises du passé d'il y a peut-être 3 ans. En fait,
fait, pour comprendre, moi je fais partie des gens qui est un peu un passionné de la vie et qui est un passionné de la création. J'adore créer sur plein de trucs différents. Vous me connaissez par rapport à YouTube, et ce qui est kiffant, c'est que je peux parler de plein de projets différents, mais depuis toujours, en parallèle de YouTube, ce que je kiffais, c'était créer des projets. J'ai pas utilisé mon argent pour des biens personnels, pour des trucs, pour du placement, pour des voyages. Si, un petit peu, mais pas beaucoup par rapport à d'autres. Ce que je préférais, c'était créer des projets. J'avais créé un studio de jeux vidéo, j'avais créé d'autres projets, du coup, dont vous avez peut-être pas entendu parler, qui se sont arrêtés aussi. Et j'avais kiffé, j'avais appris plein de choses. Mais à chaque fois, ces projets, ils avaient un point commun, c'était juste qu'ils me faisaient kiffer. J'aimais juste créer, proposer un truc original, un truc différent, qui puisse peut-être marcher, c'était le but, et proposer un truc chouette aux gens qu'ils n'avaient pas vécu jusqu'ici. Et Conte Aventure, bah c'était ça, une expérience différente qui puisse vous proposer un truc un peu inoubliable, quoi. Je vous cache pas que c'est compliqué de revenir ici, sentiment un peu mitigé, enfin un sentiment d'être fier du coup de tout ce qu'on a réalisé et de ce travail un peu dingue quand même, mais en même temps un énorme sentiment d'inachevé, un sentiment en fait de frustration de pas pouvoir vous le proposer, que ça n'ait pas pu voir le jour pour pour des conneries. Parce qu'on était vraiment sur la fin, quoi. Et en fait, dans ma vie jusqu'ici, je pensais que j'aurais le temps de tout créer, que j'aurais le temps de pouvoir réaliser toutes les idées un peu folles, voire même complètement loufoques que j'avais dans ma tête. Mais vraiment que j'ai réalisé un peu plus viscéralement, c'est que ma vie est pas infinie et que le temps passe. C'est bête à dire, mais là, déjà, avec ce projet Conte Aventure, il s'est passé 3 ans. 3 ans qui ont été d'une certaine manière perdus, même si c'était des leçons à apprendre. Comme le dit si bien une phrase, quand je gagne, je progresse, et quand je perds, j'apprends. Et là, le coup de l'apprentissage a été très lourd, autant pour moi, mais aussi pour toutes mes équipes qui ont été là de bout en bout et qui m'ont accompagné tout le long. Donc merci encore aussi à elles. Et aujourd'hui, je m'entoure, ou en tout cas j'essaye de m'entourer mieux que jamais pour la suite. Et donc tout ça, ce Conte Aventure, ça m'a permis donc d'apprendre une chose, c'est le fait d'être aligné par rapport à ce que je veux faire, ce que je veux mener, ce que j'ai envie de réaliser, ce que je veux un peu proposer au monde entier d'une certaine manière. Et cette chose-là, ça porte un nom, et c'est cette saga Noisuli. Et là vous dites oui, mais c'est juste un livre, de quoi il parle? Non, il faut vraiment imaginer que c'est plus qu'un livre, c'est une saga entière avec tout un univers autour et tout un tas de projets en fait qui vont pouvoir graviter autour de ça. Un peu comme Disney, il y a les films qui sortent et autour des films, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses en fait qui peuvent sortir et qui peuvent nourrir l'univers. Et Noisuli, qui est une saga en fait sur les rêves, un peu à l'instar d'Harry Potter qui a démocratisé entre guillemets la magie au grand public et rendu le truc très fort, c'est ce que je veux faire aussi en équivalent avec les rêves. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui Noisuli va bientôt sortir, le tome 1, et ce sera le début d'une nouvelle et d'une grande aventure, je pense. Et faut pas se mentir, il y aura aussi des hauts, des bas, des moments où je vais dire mais c'est la merde, ça marche pas, des moments où en fait ça va être incroyable, et c'est une aventure dans laquelle en fait je suis prêt à m'embarquer, même si ça doit durer 10, 20 ou même 30 ans. Je suis ok avec ça, parce que je sais que chaque nouveau projet, chaque nouvelle chose qui va venir se rajouter à Noisuli, ça viendra nourrir l'univers et ça viendra le renforcer. Alors tout va pas marcher pour autant, il y aura des projets qui pareil vont bider, mais c'est pas grave, ça fait partie du tout. Vous savez, quand j'ai commencé YouTube, maintenant ça va faire bientôt 14 ans, j'avais eu un sentiment, j'avais eu une intuition assez étrange, mais c'était que si je passais du temps, si je m'investissais sur YouTube, que je faisais des vidéos et que je les faisais bien, il y avait le moyen d'aller loin et de pouvoir construire quelque chose. Et bien depuis le début, ce sentiment, je l'ai eu de nouveau avec Noisuli, parce que j'ai le sentiment que je touche là, avec cette saga que je suis en train de constituer, quelque chose qui pourrait être très grand. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que ce sera pas ça, mais en tout cas j'ai le sentiment et j'ai envie d'y croire et de voir jusqu'où il peut me mener. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur la liste privée Morpho pour pouvoir suivre l'avancée. Le lien est dans la description. En attendant, comme je l'ai souvent dit, croyez en vos rêves, c'est important, mais là je rajouterais que même si vous avez la tête dans les étoiles pour pouvoir viser loin, essayez aussi de garder les pieds sur terre pour ne pas vous perdre, parce que c'est ça qui vous permet d'être ancré et de réaliser même les rêves les plus fous. Vous pouvez rêver fou, vous pouvez rêver grand, mais commencez toujours très petit et grimpez pas à pas jusqu'au ciel pour côtoyer les étoiles.